Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à un événement ici du printemps de la francophonie à l'Université Simon Fraser. Je me présente. Mon nom, c'est Gino Leblanc. Je suis membre de la faculté d'éducation ici. Je suis directeur du bureau des affaires francophones et francophiles à l'Université Simon Fraser. Nous sommes heureux de vous accueillir ce midi ici à Vancouver à l'une des activités virtuelles encore, malgré que là, on se dirige un peu plus vers du hybride et en personne la 12e édition du Printemps de la francophonie à SFU. Je veux reconnaître que l'équipe du BAF vit et travaille sur les territoires non cédés et traditionnels des peuples Salish du littoral, donc les nations Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam. En raison du format adapté de cet événement, nous sommes tous rassemblés sur des terres traditionnelles des Premières Nations diverses et variées. Je vous invite à prendre connaissance des terres sur lesquelles vous êtes situés. On renouvelle notre engagement envers la réconciliation avec les peuples autochtones. Le BAF, le Bureau des affaires francophones, c'est un petit peu l'espace francophone à SFU. C'est un peu le lieu où on développe, on coordonne, on promouvoit les cours en français à SFU. SFU offre des programmes du bac au doctorat en français. On en est très fiers depuis 18 ans maintenant. C'est la communauté francophone qui a revendiqué cet espace-là du postsecondaire. En plus des cours, comme aujourd'hui, on a vraiment un mandat de faire rayonner la francophonie plurielle, inclusive, autour d'activités culturelles, mais des activités académiques comme on a aujourd'hui. Donc, production de connaissances en français et diffusion de ces connaissances-là à travers des dialogues ou des débats comme on va voir aujourd'hui. Des événements comme aujourd'hui se font avec des partenaires. Je remercie le secrétariat québécois aux relations canadiennes du gouvernement du Québec, d'ailleurs, qui a lancé hier sa politique envers une nouvelle politique vis-à-vis la francophonie canadienne. Donc, je vous invite à prendre connaissance de ce document-là présenté par la ministre Lebel. Et aussi, on reçoit un soutien financier, évidemment, du gouvernement de la Colombie-Britannique, avec qui on travaille très bien, le ministre Adrian Dix, ministre de la Santé, mais aussi ministre responsable de la francophonie, est un partenaire proche de SFU et du BAF. Et on est financé par le biais de l'entente Canada-Colombie-Britannique relative aux services en français. Chaque année, on a un partenaire universitaire au Québec. Donc, cette année, c'est l'Université de Montréal. Je veux leur remercier pour ce partenariat-là. On collabore sur les panélistes, sur les tables rondes. Et aujourd'hui, and I might switch, tout ceci va se passer en français, mais nos collègues de SFU Public Square, je sais qu'il y a des anglophones qui sont peut-être multilingues, mais le français n'est pas encore dans leur brochette de langue. So I want to thank SFU Public Square. You've been an amazing partner. It's great working with you. We tried collaborating for a bilingual debate during the election. We're going to launch that again for sure. Alors, merci beaucoup à SFU Public Square. Les avantages de travailler dans une université comme une grande université comme SFU, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités avec les partenaires. OK. Avant de vous présenter nos invités, parce que vous êtes ici pour eux, juste un peu de directive sur comment ça va se passer. Il y a comme deux moments au panel aujourd'hui. Donc, le premier moment, c'est une discussion entre les panélistes sur trois thèmes. La situation du bilinguisme et du français au Canada, donc un regard global. Ensuite, le rapport entre la loi sur les langues officielles et la loi sur les langues autochtones. Quels sont les liens qui peuvent exister, différences, collaborations. Et enfin, ben, écoutez, c'est quel timing pour notre panel, le dépôt de la ministre Ginette Petitpas-Taylor du projet de loi C13, un projet de loi bonifié selon le gouvernement du projet de loi de Mélanie Joly. Donc, on est très content de tenir cette discussion ici aujourd'hui. Et la deuxième partie sera vraiment une opportunité pour vous de poser vos questions. Il y aura un bon 30 minutes accordé à votre participation et on vous invite d'utiliser la fonction Q&A, Question and Answer, question-réponse, qu'il y a en bas de votre écran Zoom pour poser vos questions aux panélistes. Évidemment, comme d'habitude, on est en milieu universitaire, on est en discussion sur des enjeux de société. On vous demande d'être respectueux et de bien écouter et d'être clair dans les questions que vous allez poser. On vous demande d'être généreux dans la discussion qu'on va voir aujourd'hui. L'événement est enregistré, mais seuls les intervenants seront visibles dans l'enregistrement publié. L'enregistrement sera publié et accessible sur le site Internet du BAF, YouTube et les médias sociaux par la suite. Donc, on y va avec les panélistes. Donc, on a une équipe vraiment toute étoile. Je suis vraiment content
D'ailleurs, je veux juste lever mon chapeau à Rémi Léger, qui est un des panélistes, mais qui nous a aidés comme co-organisateur de l'événement. Rémi, comme d'habitude, un plaisir de travailler avec toi. Notre première panéliste, super content de l'avoir avec nous, Miranda Huron. Depuis plus de 20 ans, Miranda Huron, membre des Algonquins de Mattawa North Bay, travaille dans le domaine de l'éducation autochtone et se spécialise dans la revitalisation des langues. Miranda est directrice des études et affaires autochtones à Capilano University de North Vancouver, ici dans le Grand Vancouver. Elle est arrivée à ce poste tout juste après avoir été directrice des langues et des affaires autochtones à l'Assemblée des Premières Nations. Donc, quelqu'un comme d'autres panélistes qui est dans la communauté, mais aussi dans le milieu universitaire académique. À l'Assemblée des Premières Nations, elle a dirigé l'équipe représentant les intérêts des Premières Nations dans l'élaboration conjointe et la négociation de la loi sur les langues autochtones qui a reçu la sanction royale sous son mandat le 21 juin 2019. Miranda a siégé au comité consultatif du premier ministre sur la formation des Autochtones. Elle a siégé au Sénat de UBC, de University Capilano, ainsi qu'à des comités de la ville de New Westminster. Miranda, j'espère que c'est le début d'une collaboration plus étendue avec toi. Deuxième panéliste, Raymond Théberge. Raymond Théberge est depuis le mois de janvier 2018 commissaire aux langues officielles. Il a occupé plusieurs postes de direction avant son arrivée au commissariat aux langues officielles. Son expérience relative aux communautés de langues officielles est particulièrement notable. Le CV que j'ai reçu ne mentionne pas, mais je vais le mentionner. Il a été DG, en fait, de la Société franco-manitobaine pendant des périodes très tumultueuses. Donc, on peut le voir aujourd'hui comme agent du Parlement, mais Raymond Théberge a été dans les tranchées au Manitoba et a lutté pour les franco-manitobains. Il possède par ailleurs une vaste expérience dans le milieu universitaire. C'est aussi un académique, doctorat en linguistique, si je ne me trompe pas, Raymond de McGill. Il a mené et travaillé un peu partout au Canada, au Collège universitaire Saint-Boniface, où il a dirigé le centre et exercé les fonctions de doyen et de professeur à la faculté d'éducation. Et à l'Université de Moncton, où il a été nommé recteur et vice-chancelier. J'ai eu le plaisir de travailler avec M. Théberge. Ajoutons également à sa feuille de route son expérience à titre de haut fonctionnaire, notamment au poste de directeur général du Conseil des ministres de l'Éducation. Et j'ajoute, c'est pas dans mes notes, mais si je ne me trompe pas, été sous-ministre adjoint responsable de l'éducation francophone et peut-être aussi, tu pourras me corriger, de l'éducation autochtone en Ontario. Donc, un poste avec beaucoup de responsabilités. Enfin, M. Théberge a siégé à plusieurs conseils d'administration dans le milieu de la francophonie, notamment à l'ACUFC, à l'Agence universitaire de la francophonie et le Centre d'études franco-canadien de l'Ouest, le CEFCO, qu'on connaît bien ici à Vancouver. Troisième panéliste, le professeur Rémi Léger. Rémi Léger est professeur agrégé de sciences politiques et directeur du programme en affaires publiques et internationales à l'Université Simon Fraser. Depuis 2017, il est le directeur de la revue Francophonie d'Amérique, donc une des revues les plus prestigieuses, les plus importantes pour le transfert des connaissances en français sur la francophonie canadienne. La plupart de ses recherches ont porté sur la politique de la langue au Canada, notamment les revendications politiques des organisations communautaires et l'élaboration de politiques linguistiques au Canada. Ces débats tournent autour des idées de justice, d'égalité et de développement. Il travaille actuellement sur un projet de recherche portant sur la revendication politique de reconnaissance et d'autonomisation des minorités linguistiques au Canada et à l'étranger, ainsi que les réponses que donnent les États à ces revendications. Donc, ce qu'on ne dit pas aussi, le pedigree académique de Rémi est long, étudié avec un des grands philosophes canadiens, Will Kimnicka à l'Université Queen's. Donc, Rémi, encore là, a un pied dans l'académique, mais aussi a connu le réseau communautaire. Je termine avec Sheila Risboud. Issue d'une famille exogame, établie en Alberta depuis 1980, Sheila Risboud a grandi à Saint-Albert, en banlieue d'Edmonton. Sa formation en sciences politiques et en évaluation environnementale lui a permis d'occuper des rôles de stratégie environnementale au sein de la fonction publique fédérale et maintenant au sein d'une multinationale minière. Ce poste lui permet de travailler étroitement avec les gouvernements provinciaux, autochtones et le gouvernement fédéral. Depuis octobre 2019, Sheila est présidente de l'ACFA, l'organisme porte-parole de la francophonie albertaine. Parmi les dossiers qu'elle souhaite faire avancer, notons la campagne qu'on connaît bien ici à SFU, Sauvons Saint-Jean, afin de trouver une solution permanente au sous-financement chronique du campus Saint-Jean,
la seule institution postsecondaire de langue française en Alberta. La mise en œuvre de la politique en matière de francophonie du gouvernement de l'Alberta, la modernisation de la loi sur les langues officielles et la structure de journal au franco. Sheila est militante depuis de nombreuses années, puis encore là, elle a un pied à étudier en sciences politiques, mais aussi est acteur dans la communauté. Alors, sur ce, merci à tous d'être là. Je pense qu'on est prêt à lancer la discussion. Alors, premier bloc, premier sujet qu'on a abordé, c'est la situation du bilinguisme au Canada, la situation du français. Donc, on y va lentement. Comment percevez-vous la situation du français, en particulier peut-être ici en Colombie-Britannique, dans l'Ouest? Et comment est la vitalité des communautés francophones en ce moment en milieu minoritaire? La parole est à vous. Et je vais nommer des noms. Est-ce que je peux commencer, Gino, pour lancer les choses. Je vais parler peut-être plus particulièrement justement de la Colombie-Britannique puis de l'Alberta où on voit une augmentation de gens qui parlent en français dans ces deux provinces et une augmentation d'immigration issue de pays francophones dans les deux provinces, plus que peut-être ailleurs au pays. Alors, le bilan est intéressant de ce côté-là où on voit vraiment qu'il y a plus de gens qui parlent de français dans nos provinces. Par contre, ce qui est moins intéressant, c'est que les services qui pourraient aider ces gens-là à s'établir en français ou à vouloir continuer leur vie en français manquent un petit peu, manquent pas mal. Alors, je reviens toujours au campus Saint-Jean où la demande est très élevée, mais on n'est pas capable d'offrir les services et donc on perd des gens. Alors, je dirais que le bilan, là, juste comme ça, c'est positif, mais il y a un écart grandissant qui se fait au niveau de la capacité des gouvernements de vraiment répondre à cette démographie qui change. Si je peux faire un peu de pouce là-dessus, je suis d'accord avec ce que Sheila dit. Pour moi, c'est important de distinguer entre ce dont on a besoin pour maintenir la langue, donc pour maintenir le français en situation minoritaire, et ce dont on a besoin pour faciliter la transmission de la langue, c'est-à-dire une transmission intergénérationnelle. Et je pense que le défi est un peu plus grand pour la transmission de la langue. Et là, vous me comprendrez que c'est une question qui me préoccupe plus particulièrement parce que je suis papa et je veux autant que possible transmettre la langue, le français à ma fille, transmettre la culture ou les cultures francophones à ma fille. Et comme résident de la Colombie-Britannique, les statistiques me font peur, c'est-à-dire les statistiques sur les transferts linguistiques, sur l'assimilation linguistique finalement vers l'anglais. On sait que moins de 3 parents sur 10 en Colombie-Britannique réussissent à transmettre le français à la prochaine génération, à leurs enfants. Et donc là, que peuvent faire nos gouvernements pour mieux nous appuyer? Je pense que ça commence avec des garderies, des écoles, des services en français. Et c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de garderie, qu'il n'y a pas d'école, évidemment. Tout au contraire, il y a des garderies, il y a des places en garderie, mais il n'y en a pas assez. Il y a des écoles, mais il n'y en a pas assez. Et ça, la partie la plus peut-être frustrante, c'est que les francophones de la Colombie-Britannique sont allés devant les tribunaux 5 fois depuis 1988. Se sont rendus en Cour suprême 2 fois. À chaque fois, ont obtenu gain de cause en Cour suprême, dont la dernière fois en 2020, décision dans laquelle la Cour suprême a essentiellement dit que les francophones avaient droit à une quinzaine de nouvelles écoles à l'échelle de la province. Et je vous confirme qu'il n'y a pas encore eu de pelletée de terre 2 ans plus tard. Et donc, la province, le ministre Dix annonce qu'il veut adopter une politique sur les services en français. Et c'est bon, c'est bien, une politique sur les services en français, mais je pense que le gouvernement doit prendre acte de la décision de la Cour suprême qui a été rendue il y a bientôt 2 ans et doit investir du cash, doit investir de l'argent. Et il y a des écoles qui sont garanties et je pense que ça passe par là. Et on sait que les écoles, vraiment, c'est la pierre angulaire de la transmission linguistique. Et donc, moi, j'aurais intérêt à dire institutions, organismes, et notamment écoles et places en garderie.
Monsieur Théberge, vous êtes l'agent du Parlement qui protège la loi sur les langues officielles et les droits linguistiques. Avant qu'on parle de C13 plus tard, est-ce que vous voyez, vous aussi, de votre siège, cet écart-là entre la vitalité sur le terrain, les services, les écoles, et qu'est-ce que la loi peut affirmer dans son texte? Eh bien, c'est une question intéressante. De fait, nous savons très bien, nous connaissons très bien quels sont les vecteurs pour assurer une plus grande vitalité chez nos communautés. Ce qui est intéressant, c'est que oui, les connaître, c'est une chose, la mise en œuvre, c'est autre chose. Et, depuis déjà plusieurs décennies, le combat a toujours été autour des écoles en termes de la mise en place d'un système scolaire géré par les francophones. On a fait beaucoup de progrès, mais trop souvent, ça a toujours été suite à des interventions devant les tribunaux. Avant l'arrêt Mahé, on avait beaucoup de difficultés à la mise en œuvre de l'article 23 de la Charte. Mais encore aujourd'hui, comme le disait M. Légère, même si on gagne en Cour suprême, ça ne veut pas dire que cette décision va être traduite concrètement sur le terrain. Mais c'est clair que je dirais, pour l'ensemble des francophones à l'extérieur du Québec, on a toujours misé sur l'éducation. Maintenant, on parle du continuum de l'éducation, on parle de la petite enfance, on parle du primaire secondaire et bien sûr du postsecondaire. Et on constate, par exemple, tous les défis actuellement autour du postsecondaire à l'échelle nationale. Donc, il y a quand même un écart entre ce qu'on nous dit et ce qui se passe sur le terrain. Et la loi telle qu'elle existe actuellement, il y a seulement peut-être la partie 7 qui peut nous aider pour assurer un l'essor au détriment des communautés. Mais on va revenir à ça quand on va parler de ces 13 tantôt. Mais aussi, peut-être, c'est important de mentionner aussi, c'est que lorsqu'on parle de l'état du bilinguisme à l'échelle nationale, on a effectué un sondage, Evan Ronix a effectué un sondage pour le commissariat. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un appui très, très résilient vis-à-vis des langues officielles au Canada, peu importe le groupe linguistique, et même un appui très important de la part des nouveaux arrivants, de la part des nouveaux Canadiens et Canadiennes. Donc, quand je regarde l'environnement, c'est très positif à l'égard du bilinguisme et des langues officielles. C'est un peu aussi, il y a une demande très forte pour l'enseignement du français langue seconde. Donc, ça, c'est très, très positif. Évidemment, il y a une absence, il y a une pénurie de professeurs et d'enseignants. Mais ceci dit, le bilinguisme et les langues officielles semblent bien assimilées, bien intégrées chez la majorité des Canadiens et des Canadiennes. Et je pense qu'il faut partir de ce point-là. Et dans ce même sondage, on démontre un appui important pour les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Donc, qui m'amène à dire que très souvent, ce qu'on entend, c'est des vues extrêmes. Et tandis qu'il y a une très forte majorité de Canadiens et de Canadiennes qui appuient non seulement les langues officielles, qui appuient non seulement le français langue seconde, mais qui appuient nos communautés en situation minoritaire. Donc, je pense que c'est important peut-être de mettre ça comme sur la table pour l'instant. Très intéressant. Madame Huron, lorsqu'on milite pour développer des protections pour les langues autochtones, est-ce que la loi sur les langues officielles est un comparable? Est-ce que c'est un outil qui est intéressant pour développer le cadre de la loi sur les langues autochtones? Est-ce qu'il y a des avantages à se comparer aux langues officielles ou c'est autre chose? Oh, ben, c'est comme un exemple pour nous, une aspiration pour le droit sur les langues autochtones. Quand on est ici, quand on parle des provinces, par exemple, ça c'est un challenge pour nous avec dans les lois fédéraux. Ça peut simplement donner un exemple. Il manque la connexion avec les lois provinciaux et on se trouve cette challenge pour
décrire des relations avec la justice, avec la santé, avec l'éducation. Alors, on regarde le droit de langue officielle pour avoir des exemples de qu'est-ce qu'on peut faire. Et pour nous, un des aspects les plus fort dans la langue officielle, c'est que vous avez des droits de travail. Et pour nous, ça, c'est un challenge. Et je dirais que quand on fait les révisions aux droits de langue officielle, il devrait y avoir des discussions avec les peuples autochtones. Maintenant, je vois dans la loi qu'il y a des mots comme qu'il n'y a pas d'approchement ou dérogement les droits des peuples autochtones, mais pour chacun de ces droits, comme avec les communautés francophones, il faut que nous allons au cours pour toujours valider ces droits. Alors, avoir des conversations en l'établissement de la modernisation de la langue officielle, ça veut dire que c'est la réconciliation réelle, qu'on peut parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble les communautés de langue minoritaire et les autochtones, pour que personne n'est oublié là-dedans. Il me semble qu'il y a comme un thème qui se dégage. M. Théberge nous dit les Canadiens, les Canadiennes appuient le bilinguisme officiel, les langues officielles appuient le plurilinguisme. Mais 3 autres intervenants ont dit mais il faut aller voir les tribunaux. Des gouvernements provinciaux ne sont pas proactifs à faire la mise en œuvre. Il manque des institutions, il manque des services. Donc, je vois comme un décalage entre l'appui dans un sondage qui est assez important et ensuite la mise en œuvre par les hommes et les femmes politiques dans les parlements. Je ne sais pas si quelqu'un veut reprendre ce filon-là. Est-ce qu'il y a une façon de solutionner cet écart-là? Je peux peut-être parler de ce qu'on a fait un peu en Alberta, puis je pense que c'est un bon point. Je pense que le même sondage dont parle M. Théberge a aussi démontré que les gens qui sont contre le bilinguisme le sont en partie parce qu'ils pensent que le français est en déclin et donc c'est un peu cause perdue, ça ne vaut pas la peine de faire quelque chose pour aider le français. L'anglais domine. Et nous, ce qu'on a beaucoup essayé de faire en Alberta, c'est de conscientiser nos politiciens et notre public pour un peu contrer cette idée-là. Puis ça revient à ce que je disais avant, en Colombie-Britannique et en Alberta, le nombre de gens qui parlent français est à la hausse. On le sait qu'en général, les gens appuient le bilinguisme, appuient l'autre langue officielle. Alors, comment est-ce qu'on prend ça puis on change un peu cette perception du français en déclin? Alors, on a fait quelque chose dans le mois de la francophonie à chaque année. On fait quelque chose, on appelle ça équipe FRAB, équipe francophonie albertaine, et on travaille avec nos organismes communautaires pour rencontrer le plus d'élus provinciaux et fédéraux possible pour les conscientiser sur notre réalité en tant que francophone et un peu changer cette idée. C'est un petit geste, mais jusqu'à date, on a trouvé que même en Alberta, ça a eu des répercussions politiques intéressantes. Tranquillement, ça s'en vient. Réaction à ça? Tu sais, je pense que le politique semble hésiter plus, donc ça prend vraiment un appui des communautés francophones elles-mêmes. M. Léger? Monsieur Théberge, vous alliez intervenir? Je vous laisse aller en premier. Donc, je pense que, pour revenir aux commentaires de Mme Gispot, c'est que très souvent, les gouvernements provinciaux et territoriaux, ils n'ont pas de réflexe langues officielles. Ils n'ont pas ce réflexe de penser à leur communauté lorsqu'ils élaborent des politiques ou des programmes. Donc, que ce soit, entre guillemets, une police policière en Alberta, c'est l'exemple, il faut développer ce réflexe-là chez les leaders au niveau des provinces et des territoires. Moi, je travaille au niveau du fédéral, mais il y a énormément de transferts de fonds qui se font entre le fédéral et les provinces et territoires pour effectivement faire le travail du fédéral. Donc, c'est important dans ce genre de transfert de fonds de toujours tenir compte des besoins des communautés en milieu minoritaire.
Et je sais qu'on en parle beaucoup des clauses linguistiques, etc., mais c'est clair que le fédéral a un rôle à jouer, il joue un rôle extrêmement important, mais si on veut réellement penser à l'épanouissement de nos communautés, il faut avoir la participation des gouvernements provinciaux et territoriaux parce que la plupart des citoyens et citoyennes vont chercher la majorité de leurs services du gouvernement provincial et non du fédéral. Donc, je pense que c'est important. Et depuis 50 ans, je sais que c'est une longue période de temps, mais on constate la mise sur pied dans certaines provinces d'une loi sur les services en français, dans d'autres provinces une politique. Et maintenant, on a annoncé en Colombie-Britannique qu'on était pour avoir une politique. Donc, mais sans ce partenariat avec les provinces et territoires, il y a une limite en termes de ce que le fédéral peut faire pour assurer le développement des communautés. Peut-être un dernier élément, c'est que les sondages que font Environics pour le compte du commissariat et d'autres sondages, il y a différents instituts ou groupes de recherche ou instituts de recherche au pays qui font des sondages sur les langues officielles à l'intervalle à chaque année ou chaque quelques années. Et les données sont importantes et les données sont, disons, sont rassurantes aussi. C'est rassurant de savoir qu'il y a encore de l'appui pour le bilinguisme officiel. Mais il reste que il y a une différence entre l'idée du bilinguisme et les moyens du bilinguisme. C'est-à-dire que c'est une chose de demander aux Canadiens et Canadiennes, est-ce que vous appuyez l'idée d'un Canada bilingue? L'idée d'un Canada qui a deux langues officielles, le français et l'anglais. Et les gens répondent oui. Donc, comme je dis, déjà ça, c'est rassurant. C'est un bon début. Mais ce n'est que le début, dans le sens que si on passe ensuite aux moyens, les moyens qu'il faut mettre en œuvre, les moyens financiers, mais les moyens en termes de ressources humaines aussi, les moyens en termes de ressources institutionnelles, là, c'est toute une autre ballgame, c'est tout un autre jeu. Et je me demande si le nombre de Canadiens et Canadiennes qui appuient les moyens qui sont nécessaires pour aboutir à l'idée sont les mêmes. Donc là, il y a un décalage et peut-être, je ne sais pas si les sondages peuvent tester là-dessus ou si on a plus de données, mais j'ai l'impression que, bref, qu'il faut creuser la différence entre l'idée du bilinguisme et les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour en arriver à un Canada bilingue. Puis moyens en termes d'institutions, comme vous le disiez tantôt, des institutions, des écoles, de l'infrastructure, etc. C'est un peu ça. Monsieur Théberge? Eh bien, dans le sondage qu'on a effectué, effectivement, il y a un appui de la part de la société vis-à-vis, surtout l'éducation. C'est très clair qu'il y a un appétit pour l'éducation, non seulement langue maternelle, mais aussi français langue seconde. Et aussi, on a des attentes vis-à-vis le rôle de nos leaders, surtout au plan fédéral, qui sont en mesure de s'exprimer dans les deux langues officielles. Et avec le temps, je pense que ce qu'on constate, c'est que si je prends le phénomène, par exemple, des écoles d'immersion, et l'appui que se fait de la part des gouvernements, ça démontre à quel point il y a un appétit pour appuyer ce genre d'institution. Mais peut-être revenir à un point de M. Légère, c'est que quand on fait un sondage, on pose certaines questions, mais quand on dit on appuie le bilinguisme officiel, les langues officielles, c'est quoi la perception des gens des langues officielles dans le sens que ça veut dire quoi pour eux? Moi, je me rappelle, de 50 ans à peu près, que tout le monde s'offusquait à cause qu'il y avait des ingrédients bilingues sur des boîtes de cornflakes. Mais aujourd'hui, on ne se préoccupe pas de ça. Ça fait pas partie de... C'est comme si ça fait partie du psyché de tout le monde. Donc c'est quoi pour les Canadiens et Canadiennes le bilinguisme officiel? Je pense qu'ils ont assimilé certains éléments, mais je pense que ce qui nous manque, c'est une meilleure compréhension du concept de dualité en termes de ce qui est important si on veut maintenir un bilinguisme officiel, c'est d'avoir des communautés qui sont solides et fortes. Oui, Mme Huron. C'est aussi avec les langues autochtones. Quand on développe les lois des langues, c'est important
de comprendre c'est quoi les problématiques de la politique, parce que là, quand on dit on veut avoir des personnes bilingues ici au Colombie-Britannique, on voit que c'est l'immersion, l'école d'immersion, c'est pas assez pour avoir un peuple bilingue. On a la même chose avec les langues autochtones. Quand on dit qu'on veut revitaliser les langues autochtones, c'est quoi la définition de revitalisation? Est-ce que c'est qu'on a les personnes qui ont les langues maternelles qui sont autochtones, ou est-ce que c'est qu'on peut parler un peu de mots dans Haudenosaunee ou dans un Promasquem? Ce sont des questions tellement importantes dès au début de la modernisation de la loi. Oui, merci. Je pense là-dessus, vous avez raison. Donc, un petit résumé du premier bloc. On va aller vers le deuxième bloc. Donc, il y a un appui général des Canadiens et des Canadiennes à l'idée du bilinguisme, selon les sondages. Il reste qu'il y a un écart. Moi, j'ai beaucoup aimé la formule de M. Légère entre l'idée du bilinguisme et les moyens. Et là, Mme Risbaud et d'autres ont parlé de l'importance des institutions. M. Théberge, vous avez dit la partie 7, ça doit être quelque chose qui est plus, qui déclenche plus d'action, plus de construction d'infrastructures. Mais en même temps, Mme Risbaud, vous disiez, il faut politiquement s'engager. Vous avez développé des stratégies où vous parlez aux hommes et aux femmes politiques élus pour que le législateur, en fait, même à l'échelle provinciale, soit conscient du progrès et non du déclin du bilinguisme. C'est un peu ça le message que vous voulez donner. Donc, je trouve ça c'est super intéressant et peut-être un petit segue vers le deuxième bloc. Mme Huron, vous disiez qu'en fait, oui, les langues officielles, ça peut être un modèle pour le développement de la loi sur les langues autochtones, mais il reste beaucoup de défis par rapport à la langue de travail, comme vous avez dit tantôt, et là, l'exemple que vous donnez maintenant, même en termes des locuteurs. Donc, peut-être pour ouvrir le deuxième bloc, j'irai vers vous, Mme Huron. Donc, nous, moi, ça fait longtemps que je travaille dans le domaine des langues officielles et on a comme l'impression, on est heureux, comme minoritaire, on se réjouit que les enjeux autochtones, que ce soit la réconciliation, que ce soit l'autochtonisation de nos curriculums ici à SFU, ça devient une priorité de plus en plus importante. Mais tout ça, chez nous à SFU, ça se fait en anglais aussi. Ça me frappe toujours comme francophone que toute la réconciliation à SFU, elle est en anglais, qui est certainement la langue dominante. Je comprends, mais pour un francophone, ça accroche toujours un peu. Alors, parlez-nous un peu de comment vous voyez l'évolution du dossier des langues autochtones et encore peut-être faire des liens. Est-ce que les écoles de la minorité sont un modèle intéressant ou est-ce que vous êtes plus dans une logique de self-government, d'autonomie gouvernementale, d'avoir vraiment le contrôle des langues et des écoles communauté par communauté? J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, c'est une question intéressante. Alors, avec notre loi, on a qu'est-ce qui est dans notre loi? C'est comme nous avons le droit de financement pour nos langues, pour redresser tous les mal avec les politiques avant. Nous avons un commissaire des langues maintenant. Et puis, c'est reconnu que nos langues, c'est un droit, mais comme on a dit avant, quand on dit que nos langues sont notre droit, il y a manque encore la définition de ça. Et pour nous, avoir la langue officielle comme exemple de le futur de nos lois, c'est une aspiration parce que nous voulons avoir, par exemple, si on regarde Nunavut, il y en a la protection de les langues. Le gouvernement fédéral donne approximativement $8 000 par personne. Pour les langues autochtones, l'Inuit, c'est pas même $200 par personne. Et c'est pas assez pour protéger les langues qui sont nulle part autre au monde. Ils sont seulement au Canada. Alors, quand on voit les lois comme les langues officielles, on veut avoir des collaborations pour avoir la sûreté que cette loi fonctionne ensemble avec notre loi, que
strengths dans cette loi-là, il se trouve aussi dans le futur de notre loi. Parce que ça va être réformé, il va être amélioré avec le temps. Chaque 5 années, on va révisionner cette loi. Et pour nous, c'est important de voir que votre commissaire a les droits d'enforcement, parce que nous, avec notre commissaire, il n'y a pas de droit d'enforcement. Alors, c'est difficile à vraiment faire quelque chose de concret avec nos langues sans l'enforcement de les droits. Alors, moi, je vois pour un futur parfait, c'est qu'on a une amitié et une collaboration dans tous ces projets de loi parce qu'ils travaillent ensemble et les fortitudes dans les uns lois, ça partage avec l'autre. Quand même, on voit ici avec les lois des droits humains dans le projet de loi de langue officielle. Il y a l'exemple des droits humains que les personnes autochtones ils ont. Alors, c'est un partagement de les droits pour avoir l'équité vraie. Madame Huron soulève le nouveau poste du commissaire aux langues autochtones. Monsieur Théberge, je relance ça vers vous. Je sais que le commissariat a réagi favorablement au moment du dépôt de la loi sur les langues autochtones. J'imagine que vous avez été peut-être impliqué par rapport à la création de ce commissariat-là? Eh bien, merci. De fait, j'ai eu une première rencontre avec le commissaire Ignace et on a parlé de nos différents mandats. Et puis, j'ai certainement offert mon appui s'il le voulait. Mais je pense qu'il est important lorsqu'on parle des langues autochtones, qui sont effectivement les premières langues du pays, c'est que je vois une certaine complémentarité entre les langues officielles et les langues autochtones dans le cheminement vers un État qu'on ne connaît pas actuellement. Parce que le projet de loi parle de revaloriser, valoriser, promouvoir et revitaliser les langues autochtones. C'est un énorme défi pour ces communautés. Mais je pense que c'est important aussi de penser en termes de les langues autochtones dans le contexte de la réconciliation. Ça fait partie de ce processus de réconciliation qui c'est pas pour aujourd'hui, ça va perdurer pendant plusieurs années. Et pour moi, en tant que commissaire aux langues officielles, les langues autochtones font partie de ce processus de réconciliation. Aussi, lorsqu'on parle, on peut aussi faire le lien entre réconciliation, diversité, langues officielles. C'est important de se rappeler que le Canada est un pays qui est toujours en évolution. Ce n'est pas un pays qui est fossilisé dans le temps. Donc, on doit comprendre que le Canada réfléchit présentement sur l'identité canadienne lorsqu'on parle de diversité, lorsqu'on parle de langues officielles, lorsqu'on parle de réconciliation. Les langues autochtones font partie de cette réflexion. Et de fait, ça devrait faire partie d'un projet politique beaucoup plus large qui dépasse largement les compétences du commissaire. Mais ceci dit, c'est extrêmement important de penser en termes de l'évolution du pays, qu'on n'est pas un pays qui est fossilisé, qui est gelé dans le temps. Si je peux faire un lien avec Mme Risboud qui est en Alberta, donc là, on parle des enjeux vis-à-vis des langues autochtones, mais aussi par rapport à, comme vous dites, M. Théberge, la diversité, l'inclusion. Je remarquais qu'en Alberta, on a élu 2 maires dans les grandes villes, Calgary et Edmonton, issus de communautés racialisées. Donc, quelle place peut jouer les francophones ou les enjeux des langues autochtones aussi dans le discours de la diversité en Alberta ou au Canada? Je ne sais pas, est-ce que vous sentez que le vent est quand même favorable ou est-ce que ça demeure un obstacle majeur, que langues officielles, ce n'est pas la même chose que la diversité, que c'est mal compris par ceux qui articulent ces dossiers-là? Oui, bonne question. Une couple d'idées là-dessus. Je veux dire, je pense en reprenant le point de M. Théberge, le français et la communauté, la société canadienne est en évolution. C'est vrai pour la francophonie aussi. C'est une des choses qu'on a vraiment observées chez nous, puis en Colombie-Britannique, c'est que cette idée homogène du Canadien français n'existe plus. On est une société plurielle
et on est une francophonie plurielle. Alors, à l'intérieur de notre francophonie, cette question de la diversité et comment est-ce qu'on est une francophonie inclusive qui prend en compte des origines différentes, ça, c'est une conversation qui est très live là, chez nous. Mais pour revenir peut-être aux langues autochtones, moi, je vois tellement de parallèles entre la situation des langues autochtones et le français ou des endroits, comme Mme Huron a dit, où est-ce qu'on peut être complémentaires l'un de l'autre parce qu'on parle tous les deux d'assimilation de langue, on parle tous les deux de réparation de l'assimilation et on est… Alors, je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut vraiment… je vais donner un exemple très concret. Je pense que pour les parents d'enfants francophones, c'est peut-être surprenant quand on envoie nos enfants à l'école francophone et on se rend compte qu'il y a des élèves dans la classe qui sont ayant droit, mais qui ne parlent pas français. Et j'imagine que ce serait la même chose avec une école autochtone où beaucoup d'élèves, sans doute la majorité des élèves, arriveraient à l'école et ne parleraient pas la langue autochtone. Alors, ces écoles-là ont un aspect de réparation et de reconstruction identitaire qu'on ne s'attendait peut-être pas quand on a créé les premières écoles francophones. Et je pense que c'est là qu'il y a vraiment un parallèle entre la reconstruction qui doit se faire au côté autochtone et ce qui se fait chez les francophones. Réaction à cela? Je relancerai peut-être M. Légère, si je peux. M. Légère est à SFU avec moi ici, puis c'est sûr que le discours dominant, il est à la diversité, à l'inclusion. C'est vraiment le sujet de l'heure. Tout le monde est engagé à trouver des solutions. Ça inclut évidemment la réconciliation et l'autochtonisation de nos curriculums ici. Mais sentez-vous, M. Légère, dans vos recherches sur les communautés minoritaires, les organismes, là, les porte-paroles de la communauté, sentez-vous que ces gens-là ont intégré ces discours-là de la société canadienne plus large? Comme M. Théberge a dit, il y a un grand débat au Canada qui dépasse les langues officielles, même si le thème aujourd'hui, c'est les langues officielles et les langues autochtones. Il y a une diversité, un discours sur la diversité qui est plus large. Je ne sais pas comment vous voyez les organismes communautaires naviguer ces eaux-là, M. Légère? Ben, c'est une grosse question. Moi, je suis formé dans une école, dans une approche qui se met à l'écoute des communautés, qui se met à l'écoute des groupes, qui se met à l'écoute des minorités, dans le sens que pour définir une politique linguistique, il faut écouter les besoins, il faut écouter les aspirations, il faut écouter les revendications politiques des groupes et voir si on peut par la suite moduler, développer une politique qui répond idéalement à toutes les aspirations ou plus réaliste, en termes plus réalistes, à certaines des aspirations, à certains des besoins de la communauté. Mais c'est une approche qui commence par les communautés, par les individus sur le terrain, par leurs besoins, comme je dis, par leurs aspirations. Et c'est le travail qu'on fait en langues officielles depuis 50 ans, qu'on fait plus ou moins bien. Et donc, dans toute la démarche qui a duré des années sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, on a eu des consultations. Bref, l'appareil fédéral s'est mis jusqu'à un certain point à l'écoute de ces communautés. Et pas toutes, mais certaines des revendications, certains des besoins des communautés se retrouvent désormais dans le projet de loi C13. Pour ce qui en est des communautés autochtones, et là, je ne suis pas du tout un expert et vraiment, on est chanceux d'avoir Miranda avec nous aujourd'hui sur cette question-là. L'impression que j'ai en les textes que j'ai lus, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je lis, c'est que la loi telle qu'elle a été adoptée n'est pas nécessairement le reflet des besoins, des aspirations qui ont été véhiculées, des demandes qui ont été faites par les associations autochtones. Donc, il continue à y avoir un décalage entre les besoins, les aspirations et ce que le projet de loi propose. Je pense que c'est normal qu'il y ait un décalage, mais l'idée, c'est d'avoir le moins de décalage possible. Je pense qu'en langues officielles, on a des relations de collaboration qui s'étalent depuis une cinquantaine d'années, puis peut-être que le décalage est un peu moins grand. Et ma lecture du projet de loi autochtone, de la nouvelle loi sur les langues autochtones, c'est que le décalage est plus grand entre les besoins et les aspirations versus ce que propose la loi sur les langues autochtones.
Très, très intéressant. Avant d'aller au dernier bloc sur le projet de loi C13, Madame Huron, est-ce que vous aimeriez peut-être réagir, fermer ce deuxième bloc-là sur les commentaires de M. Légère et les autres? Oui, et alors avec les lois autochtones, et je reviens encore à cette connexion avec les provinces et les territoires parce qu'il y avait des demandes qui étaient complètement raisonnables, mais dans un projet de loi fédéral, on ne se pouvait pas. Alors, il y avait la section qui parle de la connexion avec les provinces et territoires, mais c'est pas rien forçable. Les provinces et les territoires doivent vouloir faire quelque chose. Il y a aussi, comme par exemple avec les peuples inuits, qu'il y avait le droit à Nunavut. C'est une loi tellement fort. C'est une bonne loi là-bas. Et c'est plus avancé que la loi fédérale pour qu'est-ce qui c'est là-dedans. Et ça reflète plus les demandes des peuples autochtones au part du Canada. Alors, il doit aussi que les besoins fédéraux sont connectés à les provinces, les territoires, pour s'améliorer notre loi. Merci, oui. D'ailleurs, le dernier bloc, le projet de loi C13, on va parler des relations fédérales, provinciales, et c'est un défi pour les francophones en milieu minoritaire, comme j'entends que c'est un défi pour les communautés autochtones. Donc, le dernier bloc, c'est le nouveau projet de loi de la ministre Ginette Petitpas-Taylor. Alors, est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a reculé? Est-ce que c'est une modernisation ou c'est juste un petit tweaking? Est-ce qu'on va de l'avant? Donc, je sais que j'ai beaucoup d'expertise autour de la table. Je vais vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Bien, je vais certainement commencer par rapport à cette question. Certainement, le projet de loi qui est devant nous est certainement une amélioration sur la loi telle qu'elle existe, pour plusieurs raisons. Et peut-être c'est important pour moi, c'est d'identifier peut-être les points qui sont les plus importants, pas nécessairement ceux qui ont été le plus médiatisés. Il y a certains éléments de C13 qui, à mon avis, peuvent avoir un impact important, d'une part sur le travail du commissariat et d'autre part sur la pérennité de nos communautés. Donc, mes commentaires ont porté surtout sur la partie 7 et la demande de plusieurs que la loi ait plus de mordant, qu'il y ait des mécanismes de conformité. Et ça va renchérir un peu sur les commentaires de Mme Huron, dans le sens que, oui, on a déjà le commissaire aux langues officielles fait des enquêtes, on a un système de plainte. Par contre, le seul pouvoir, entre guillemets, c'est d'émettre des recommandations. Maintenant, s'ajouterait à cet outil toute une gamme de possibilités de conclure des ententes de conformité, par exemple, d'émettre des ordonnances, des sanctions administratives pécuniaires. Et on a beaucoup parlé de ça, là, mais dans les faits, je pense que la possibilité de conclure des ententes exécutoires et mettre des ordonnances, ça peut nous permettre de changer un peu la façon qu'on fait les choses. Et je vous rappelle que dans l'histoire du commissariat, on a eu au-delà de 60 000 plaintes. Et après 60 000 plaintes, je pense que c'est le temps de changer notre approche parce qu'on n'a pas nécessairement changé les comportements des institutions fédérales. Donc, à un certain moment, il faut arrêter de se coller la tête sur le mur là, et peut-être de changer de direction. Donc, ça, c'est important. L'autre élément qui est important, c'est la partie 7. Et j'aimerais aussi mentionner qu'en janvier 2022, on a gagné quand même une bataille importante à la Cour d'appel fédérale, ce qui a fait la partie 7. Et la partie 7, c'est là où on va retrouver les mécanismes pour appuyer les communautés. Et dans cette version de C13, on parle de l'immigration, on parle du consommation en éducation, on parle de Statistique Canada, on parle de plusieurs choses. Reste à voir comment on va faire la mise en œuvre de tout ça. Mais on reconnaît dans la partie 7 les éléments importants de la vitalité ethno-linguistique de nos communautés et on l'identifie. Donc, et aussi, peut-être un dernier point, c'est on parle de gouvernance, on parle du Conseil du Trésor. Donc, c'est pas du tweaking.
C'est certainement pas du tweaking, il y a des changements importants là-dedans. On parle beaucoup aussi d'une approche où on va favoriser le français dans plusieurs situations. On parle du secteur privé, etc. Mais c'est clairement une avancée par rapport à la loi telle qu'il existe. Mais évidemment, on va passer à travers un processus parlementaire, législatif, à savoir qu'est-ce que ça va nous donner. Mais je pense que le projet de loi a été très bien reçu et je pense que c'est extrêmement important que ce projet de loi rentre en vigueur le plus tôt possible. Madame Risboud, en Alberta, ou d'ailleurs la partie 7, vous avez raison, j'étais surpris de voir la longueur du texte de la partie 7 dans le projet de loi. C'est assez descriptif. Je ne veux pas rentrer trop dans un débat juridique, je ne suis pas juriste, mais j'ai hâte de voir quel sera substantiellement l'impact de cette nouvelle partie 7. Tout l'espoir est permis. Madame Risboud, en Alberta, est-ce que ça a été bien reçu, ce nouveau projet de loi C13? Est-ce que ça donne espoir à ce décalage-là entre les institutions que vous avez besoin et les droits inscrits dans la loi? Oui, généralement, ça a été assez bien reçu. J'ajouterais peut-être à la liste là, de M. Théberge le fait que la notion d'asymétrie soit reconnue dans le projet de loi. On a trouvé que ça, c'était un avancée important. Aussi, l'application de la loi dans des situations d'urgence. On l'a vu pendant la pandémie, même très récemment à Ottawa, avec les manifs. Le français est oublié quand il y a des mesures d'urgence. Alors, c'est le fait de reconnaître qu'on n'oublie pas le français quand les choses se pressent. Je pense que c'est important. Mais pour nous, je pense que la chose qui manque encore, et d'ailleurs, on travaille évidemment avec la Fédération des communautés francophones et acadiennes par rapport à ça, mais c'est l'idée des clauses linguistiques. Je pense que ça retouche le commentaire de Rémi par rapport au service en français et de Miranda. Là, je m'excuse, j'ai oublié d'utiliser des noms de famille. Là, je suis rendue au prénom, mais on est en conversation. Qui sont de compétences provinciales. Alors, au niveau de la santé, l'éducation à beaucoup d'égards et des choses comme les services judiciaires, etc., c'est là que nous, l'impact est le plus gros. Et ce qu'on voit en Alberta souvent, et en Colombie-Britannique, même chose, c'est que les gouvernements provinciaux ne mettent pas l'argent là où les communautés en ont besoin. Mais si l'argent fédéral qui découlait à ces provinces-là avait une clause linguistique où il y avait une obligation claire que les provinces sont obligées de rencontrer leurs obligations par rapport à la loi sur les langues officielles. Je pense que ça pourrait faire une différence pour nos institutions, dont le campus Saint-Jean. Je suis sur mute. Effectivement, il y a beaucoup de juridictions d'ordre provincial qui touchent les communautés. On n'a pas beaucoup parlé de santé ce midi. L'immigration aussi, on parle d'immigration. Je pense que le plan d'action, M. Legendre peut répondre à ça. Le plan d'action de 5 ans, je pense qu'il est un petit peu formalisé dans le projet de loi. Le projet de loi de 5 ans pour le plan d'action des langues officielles, je pense qu'il est formalisé. Vous, M. Legendre, qu'est-ce qui vous frappe dans ces 13? Est-ce que vous êtes optimiste? Écoutez, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce projet de loi-là. Je pense que M. Théberge a déjà énuméré plusieurs des bons éléments, plusieurs des éléments qui, selon moi, comme M. Théberge, représentent des avancées. Il y a une section au tout début, le nouvel article 3 de la loi, qui énonce 3 principes qui doivent guider l'interprétation de la loi et l'interprétation de nos droits linguistiques. En gros, c'est de la jurisprudence canadienne de la Cour suprême depuis 30 ans. Donc, ce sont des principes qui émergent de la jurisprudence qu'on vient réaffirmer dans la loi. Ces principes sont une interprétation large et généreuse des droits linguistiques, la reconnaissance du caractère réparateur des droits linguistiques et finalement le principe de l'égalité réelle. Et par ailleurs, l'égalité réelle, c'est dans le titre de la loi, du moins le titre de la version abrégée de la loi. Je pense que l'égalité réelle, vraiment, c'est le principe. Si on doit mettre le doigt sur le principe ou l'idée qui guide C13, c'est l'égalité réelle. Mes critiques sont vraiment ciblées, sont détaillées. Puis sont dans les détails, dans les nuances de la loi. Fait que je sais que je n'ai pas 20 minutes aujourd'hui, puis je ne fais pas un cours, mais juste rapidement pour en mentionner quelques-unes.
La ministre Joly, dans son livre blanc, qui date d'il y a déjà 1 an environ, parlait des institutions fortes, l'importance des institutions fortes des minorités. Et pour moi, en gros, c'est l'idée de la complétude institutionnelle. Et il y a une formule qui se retrouve dans C13, donc cette idée d'institution forte, qui pour moi représente la complétude institutionnelle, se retrouve dans C13 sous la formule la présence d'institutions fortes qui desservent ces minorités. Et pour moi, cette formule est problématique, ne va pas assez loin. Des institutions qui desservent ces minorités, ce ne sont pas nécessairement des institutions de la minorité. Moi, je pense que ce qu'il faut énumérer dans la loi, ce sont des institutions par et pour, ce sont des institutions de la minorité. Et donc là, vous me direz, ben, mon Dieu, tu es dans les détails, tu proposes de changer des verbes, mais c'est important parce que des institutions privées peuvent desservir la minorité. Les institutions gouvernementales peuvent desservir la minorité. Mais là, je pense qu'il faut être plus précis. Il faut préciser que l'on parle des institutions par et pour des institutions de la minorité. Sur la partie 7, je pense qu'on pourrait en discuter longuement, mais juste rapidement. L'une des nouveautés de la partie 7, c'est que le Conseil du Trésor a désormais une responsabilité par rapport à la partie 7, mais c'est une responsabilité qui est vraiment très balisée. On dit que la responsabilité du Conseil du Trésor, c'est le paragraphe 41.5. Et le paragraphe 41.5, c'est le paragraphe sur les mesures positives. Fine, le Conseil du Trésor est responsable des mesures positives. Sauf que ça soulève plein de questions. Parce que le paragraphe 41.6 et le paragraphe 41.7 portent aussi sur les mesures positives. Donc, comment ça que le Conseil du Trésor est juste responsable de 41.5 sur les mesures positives et pas 41.5, 41.6, 41.7? Est-ce qu'on voudrait, par exemple, que le Conseil du Trésor soit responsable de 41.8 et 41.9 qui portent sur l'importance de la consultation avec les communautés? Pour l'instant, la consultation relève exclusivement du patrimoine canadien. Donc, en gros, le Conseil du Trésor, on lui donne certaines responsabilités, ce qui représente une nouveauté, mais ça risque de compliquer les choses parce que les responsabilités du Conseil du Trésor sont très, très spécifiques à 41.5, tandis que 41.5 fait partie d'une architecture, fait partie de 41 et fait partie de la partie 7. Et donc là, je ne voudrais surtout pas qu'on se retrouve devant les tribunaux pour les 20 prochaines années à se débattre en juriste puis à dépenser des millions sur les relations avec les paragraphes. Fait que je préférais que ça soit corrigé tout de suite dans les travaux du comité parlementaire parce que pour moi, ça reste problématique la façon que c'est formulé dans l'article 41. Pardon. Et même si on aime tous nos amis qui travaillent au ministère du patrimoine canadien, ça reste un ministère qui n'est pas une agence centrale, qui est verticale, puis sa capacité de forcer ou mobiliser la fonction publique, que ce soit le conseil privé ou le conseil du Trésor, est très difficile pour être poli. Merci beaucoup, Rémi, pour ces commentaires-là. Peut-être avant d'aller aux questions du public, Madame Huron, là, on est un peu inside baseball sur les langues officielles en tant que telles, mais je veux quand même vous poser une dernière question sur ce bloc-là. Est-ce que si on avait l'Assemblée des Premières Nations ici aujourd'hui ou d'autres militants des langues autochtones au Canada, est-ce que vous voyez déjà que vous aussi, vous aurez à faire une modernisation de cette jeune loi sur les langues autochtones de 2019, les écarts dont vous parliez tantôt, les difficultés d'application? Est-ce que déjà il y a un mouvement dans les communautés autochtones pour améliorer le projet de loi? Oui, alors les conversations sur le droit autochtone, ça ne pas fini. Et maintenant, nous sommes dans la section d'implémentation. Alors, on voit déjà où il y en a des challenges. Et je dirais aussi à propos de la langue officielle qu'il y avait une opportunité manquée avec cette loi-là. Parce qu'avec nos lois, il y avait particulièrement, c'était concernant la section sur le cours supérieur et la justice, là, les personnes au Canada, les personnes autochtones sont surreprésentées dans le système judiciaire et aussi dans les décisions sur le cours suprême. Quand on va et on fait des recommandations que les juges là, doivent être bilingues dans 2 langues coloniales, ça fait un autre challenge pour avoir
de représentation autochtone là-dedans. Dans les cours, dans les sièges de décision. Et on voit dans les recommandations de la commission de la vérité et réconciliation que c'est tout partout qu'on doit avoir la représentation autochtone. Et dans la loi de la langue officielle, on ne voit pas la possibilité de cette représentation. Il y en a dans la loi une section sur le besoin des employés et peut-être quelque chose comme ça pour noter les relations exceptionnelles des peuples autochtones au Canada. Peut-être quelque chose comme ça pour voir que c'est important qu'il y a des espaces pour que nous n'avons pas encore une autre étape qu'on doit faire pour être simplement représenté dans le système de gouvernance qui nous avait oppressés pour l'histoire du Canada. On doit faire des changements et on ne veut pas que les langues soient un défi pour nous représenter dans ce système-là. Merci. Oui, j'ai lu plusieurs textes qui abordent ce défi-là. On arrive à la partie questions-réponses du public, des participants au Zoom cet après-midi. Donc, j'ai mon équipe qui me fournit certaines questions. Je vous invite d'aller dans le Q&A, Question and Answer, questions-réponses. Posez vos questions. Anne-Marie et Laurence vont me les relier ici directement. Donc, chers panélistes, voici peut-être la première question qui nous vient du public. Ça touche l'éducation. Déjà, il y a plusieurs questions sur l'éducation, sur la formation des enseignants. Est-ce qu'il y a assez d'enseignants formés pour nos écoles, soit l'immersion, soit le système, les conseils scolaires francophones en tant que tels. Donc, première question, est-ce qu'on jette un coup d'œil au programme de français de base, ce qu'on appelle Core French? Comment on peut offrir des bons programmes pour élargir la participation à la communauté francophone ici dans l'Ouest? Et aussi pour les programmes de français langue seconde. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de programmes d'été pour former les enseignants, les enseignantes, améliorer leur français, leur aider à approfondir leur connaissance de la culture de la communauté francophone, mais aussi de la culture des Premières Nations? Je ne sais pas si quelqu'un voudrait essayer une réponse sur l'importance, le manque de formation d'enseignants. Je suis prêt à commencer. En 2019, on a publié une étude justement sur la pénurie des enseignants de français langue seconde qu'on a lancée en Colombie-Britannique. À ce moment-là, on a encouragé le gouvernement fédéral à établir des programmes, à assurer une coordination nationale pour la formation des enseignants français langue seconde. C'est important de mentionner qu'on a le même problème au niveau d'enseignants dans la langue de la minorité. Donc, il y a un manque, il y a une pénurie de professeurs de français, point, que ce soit langue seconde ou langue maternelle. Ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a certains efforts dans certaines facultés d'éducation pour soit créer plus de cohortes francophones. On parle de créer un corridor d'immigration francophone pour les enseignants et les enseignantes, mais ça, c'est toujours difficile. On arrive toujours à la question de reconnaissance des formations et des diplômes. Mais ça fait plusieurs années qu'on parle de cette pénurie. Et puis, en 1994, quand j'étais doyen d'une faculté d'éducation au Manitoba, on m'avait demandé de faire une étude sur la pénurie des enseignants français langue seconde en 1994. On se retrouve en 2022 et on parle encore de la même chose. Donc, c'est clair qu'avec le temps, on n'a pas trouvé les moyens pour répondre à ce besoin. Donc, il y a une demande importante sur le terrain pour les programmes de français langue seconde et français langue maternelle. Il ne faut pas oublier que chaque année, le nombre d'élèves en français langue maternelle augmente dans le pays. Chaque année. Quand j'étais en Ontario, la ministre me demandait est-ce qu'on devrait construire une école. Je disais you build it and they will come. Et puis c'est clair qu'il y a toujours une très forte demande. Donc, on doit trouver une façon de répondre à cette demande. On doit trouver des nouvelles façons
de former les gens, parce que si on s'attend à ce que ça va être uniquement les facultés d'éducation avec le programme tel qu'il existe, ça va prendre 4-5 ans par cohorte. Donc, il faut trouver des façons, créer des ponts pour essayer de trouver suffisamment de professeurs. Et ça a un impact sur la qualité des programmes. Si on a un manque de professeurs en immersion, on va aller chercher les professeurs de français de base. Donc, il va avoir un impact sur le français de base. Donc, c'est un problème qui existe depuis longtemps. Je sais que des initiatives ont été lancées, mais la question, c'est est-ce qu'ils sont suffisants? Et que ce soit le français ou l'anglais ou les langues autochtones, ça passe par les écoles. Autre réaction? Peut-être juste mentionner, je sais que ma connexion semble instable, mais mentionner que le plan d'action pour les langues officielles de 2023, on espère que les consultations vont arriver bientôt, puis que ce serait important de mentionner que le programme des langues officielles dans l'enseignement, comme par exemple pour le campus Saint-Jean, le montant qui est alloué au campus Saint-Jean n'a pas augmenté depuis 2009. Alors, je pense qu'il faut aussi penser aux institutions existantes qu'on a et le financement adéquat de ces institutions-là qui forment nos professeurs, parce que nous, on a vu qu'on est mieux de former des gens chez nous pour qu'ils restent chez nous que de faire venir des gens d'ailleurs qui ont tendance à ne pas vouloir s'établir parce que ce n'est pas nécessairement leur chez eux. Je vais continuer avec les questions qui nous proviennent du public. Alors, mon ami Casey Edmonds à Victoria veut qu'on réfléchisse aux définitions. Je suis d'accord avec lui. Il y avait plusieurs questions sur l'éducation. Donc, juste pour rassurer Casey, tu es dans un événement universitaire. On va aborder toutes les questions difficiles, inquiète-toi pas. Donc, définition. Êtes-vous prêts? Quelle est votre définition du terme francophile? Oh. Quelle est votre définition du bilinguisme? Est-ce qu'il y a un point de vue légal à ce que veut dire une personne bilingue? Dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire une personne bilingue? Donc, quand le gouvernement se donne des objectifs pour le bilinguisme, est-ce qu'on a des outils pour définir ça veut dire quoi, le bilinguisme? Et francophile, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui en 2022? Ben, je peux commencer, si vous voulez. Ben, Casey, moi, je me définis comme acadien et francophile. Et francophone, ça ne fait pas partie de mon identité parce que pour moi, être acadien, c'est être francophone. Et donc là, certains diront que j'ai une définition exclusive d'être acadien. Mais c'est pour dire que pour moi, francophile, c'est aimer les cultures, c'est aimer la langue française et c'est aimer les cultures de cette francophonie. Ensuite, je pense que le terme francophile, et c'est peut-être là que provient ta question, a été déformé en cours de route, dans le sens qu'au fil des années, francophile, c'est devenu synonyme de français langue seconde ou français langue additionnelle. Mais dans mon esprit, le terme francophile, c'est pas ça. En fait, à la base, le terme francophile, c'est amant du français et des cultures francophones. Et pour moi, ça reste ma définition du terme. Pour ceux qui en est de bilinguisme, la seule réflexion que j'ai là-dessus, c'est depuis que je suis en Colombie-Britannique, chaque fois que je parle de bilinguisme, je précise que je parle de bilinguisme anglais-français parce que je suis beaucoup plus conscient que je l'étais en grandissant au Nouveau-Brunswick. Ensuite, j'ai fait des études dans différentes parties du Canada, mais depuis que je suis en Colombie-Britannique, je suis beaucoup plus conscient du fait que le bilinguisme, en fait, est très présent dans la société, notamment dans la région du Grand Vancouver, mais ce n'est pas toujours un bilinguisme officiel, mais que le bilinguisme existe. Et donc, je pense que je précise le fait que je parle bilinguisme anglais-français. Mais donc, what does that mean? Qu'est-ce que je suis en train de dire sur le bilinguisme canadien? Je pense qu'il faut que je travaille à travers les implications de ma réponse, mais c'est pour dire que oui, tout à fait. Les gens, il y a plusieurs Canadiens qui sont bilingues, mais pas nécessairement bilingues dans les deux langues officielles du pays. Peut-être, oui. Une façon aussi de répondre à cette question, c'est par le biais du concept de l'identité. Lorsqu'on parle de l'évolution de l'identité, la plupart d'entre nous ont fait un certain cheminement par rapport à ça. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais un Canadien français. Ensuite, je suis devenu un franco-manitobain et maintenant, on m'identifie beaucoup plus comme un francophone.
Donc, il y a une évolution dans l'identité parce que ça reflète l'évolution de nos communautés. Je pense que c'est important de se rappeler de ça. Lorsqu'on parle de l'Acadie, c'est, pour citer Antonin Maillet, c'est le peuple acadien. C'est une identité en soi. Il y a des identités régionales, il y a des identités provinciales, etc. Si je regarde l'évolution du mot, moi, quand j'étais directeur général, c'était de la Société franco-manitobaine. Okay? C'était très précis. Mais aujourd'hui, cette organisation s'appelle la Société de la francophonie manitobaine. Ce n'est pas la même chose, c'est beaucoup plus inclusif. Ça tient compte de cette diversité. Donc, je pense que, encore une fois, lorsqu'on parle d'identité, c'est en évolution. Et on constate qu'on peut avoir multiples identités comme individu. On fait partie de multiples réalités, de multiples groupes. Donc, je pense que, encore une fois, c'est en évolution. Et moi, quand je parle de bilinguisme au Canada, bien sûr, je parle de français et anglais. Mais je suis très conscient du fait que le bilinguisme individuel existe partout. Et puis, c'est une réalité. Est-ce qu'il y a une volonté, un intérêt de construire là-dessus? Mais ça, c'est une décision qui revient à d'autres. Mais la question de francophile, à un certain moment, moi, c'était des personnes, c'était un individu qui avait un appétit pour la culture et la langue française, d'une certaine façon. Et dans certaines communautés, on accueille les francophiles comme faisant partie de cette communauté. Mais c'est des décisions qui sont locales. Donc, ce n'est pas nécessairement une définition pan-canadienne. Et ça revient un peu à cette notion qu'il y a une diversité de communautés francophones au Canada. On n'est pas tous pareils. Madame Huron, quand on parle de bilinguisme chez les francophones, c'est sûr que les francophones, il y a beaucoup de diversité d'accents, de registres linguistiques, les Québécois, les Acadiens. Mais je me permets de vous poser la question, chez vous, le nombre de langues parlées, les langues autochtones parlées au Canada est varié, le nombre de locuteurs varie aussi. Est-ce que c'est un débat aussi au sein de la communauté autochtone sur quelle langue, ou ça reste vraiment des décisions très décentralisées, comme le dit M. Théberge, presque individuelles? Alors, pour nous, il y a une soixantaine de langues et il y a encore le débat de langue ou dialecte. Et oui, ça cause des discussions tellement compliquées. Et aussi avec l'importement de les statistiques, quand on dit est-ce que c'est la langue maternelle ou est-ce que vous parlez la langue, il y a les questions quand on répond, c'est quoi parler la langue? Est-ce que on est bilingue ou est-ce qu'on peut dire un peu un cinquième de mot? C'est difficile, mais c'est tellement important pour nous maintenant pour comprendre c'est quoi le futur de nos langues et comment est-ce qu'on peut en mieux aider les langues à devenir utilisées partout. Si on ne sait pas les réponses de qui parle les langues et combien de personnes, on ne peut pas, ça devient plus difficile. Merci. Je continue avec les questions qui continuent à rentrer. Donc, en fait, encore sur le thème des liens entre les francophones et les autochtones, j'ai parlé tantôt du fait que la réconciliation à SFU, ça se faisait en anglais. Puis pour un francophone, tout de suite, c'est comme une alarme pour dire, ben non, il y a plusieurs langues autochtones qui doivent être respectées. Évidemment, le nombre de locuteurs varie. Donc, la question est la suivante. Je me demande justement si cela ne renforce pas la domination de l'anglo-normativité, c'est-à-dire que cette réconciliation-là se fait en anglais. Parfois, j'ai l'impression qu'on met en opposition les revendications des francophones et des autochtones, alors que les deux ne s'excluent pas mutuellement. Comment peut-on changer cette perspective chez la majorité anglophone, mais aussi, par exemple, chez les nouveaux immigrants? Très bonne question. Oui, c'est pas simple de répondre. Et on a les communautés comme les Inuits, les Huron-Wendat, les Crais du Nord d'Ontario et au Québec qui sont
pour les langues coloniales, ils sont des communautés francophones et leur langue autochtone. Et avoir la reconnaissance que nous avons aussi le même issue avec la représentation de nos peuples qui sont francophones et leur langue autochtone. C'est un challenge. Alors, comment est-ce qu'on fait la réconciliation avec cela? Je ne pense pas que ça peut être répondu aujourd'hui parce que je pense que le peuple canadien il n'a pas une certitude avec comment commencer avec la réconciliation pour tout. Alors, mais j'aimerais bien voir qu'on ait des partenaires à regarder les langues au Canada et comment est-ce qu'on peut marcher ensemble pour avoir la reconnaissance aux langues françaises, mais aussi avec l'idée que les langues autochtones au Canada sont des cadeaux que quand ils ne sont pas parlés ici, il n'y a nulle part autre au monde où ils sont parlés. Alors, on ne veut pas perdre ce cadeau de les premiers peuples. Gino, si je pourrais juste ajouter là-dessus, je pense à un projet sur lequel j'avais travaillé il y a longtemps maintenant, en 1999. C'était à Saint-Albert, mais c'était une initiative pour que le centre-ville de Saint-Albert ait des affiches trilingues en français, en anglais et en cri. Et c'était un partenariat avec la Nation des Métis de l'Alberta. Et c'était pré-conversation sur la réconciliation, mais c'était quelque chose où est-ce qu'on a vu qu'il y avait une opportunité de faire reconnaître notre histoire. Et les gens peut-être diraient, ben c'est symbolique, mais ça fait en sorte que ces trois langues-là étaient égales, affichées de la même façon. Et pour moi, on a besoin plus d'opportunités comme ça, où on travaille ensemble pour soutenir nos deux langues. Dans le cas de le français et 60 autres langues autochtones, je pense qu'il faut chercher ces opportunités. Je continue, à moins que quelqu'un d'autre voulait réagir à cette question-là. Prochaine question. Alors, c'est un participant au Zoom cet après-midi, un anglophone, qui se demande, pourrait-on faire davantage pour soutenir les personnes comme moi, anglophones en situation minoritaire, qui sont de fervents partisans des deux langues officielles du Canada, mais qui veulent améliorer leur deuxième langue? Ma capacité actuelle est assez forte, mais je paye des sommes importantes chaque année pour la maintenir. L'association francophone a été très accueillante, mais je dois chercher d'autres possibilités d'apprentissage pour maintenir mes compétences. Donc, est-ce que vous trouvez que ça, c'est une cible sur laquelle on s'attarde suffisamment, les gens qui sont en train d'apprendre la deuxième langue, et est-ce qu'on peut les soutenir plus? Peut-être une possibilité qu'on doit toujours considérer, c'est que lorsqu'on est apprenant d'une deuxième, une troisième langue, ce qui compte, c'est de trouver des occasions pour s'en servir, pour l'utiliser. Donc, c'est de créer des espaces francophones où on accueille les gens qui veulent bien ou veulent s'exprimer dans cette deuxième langue. Je pense aussi que le système éducatif, c'est quand je regarde le cursus primaire, secondaire, postsecondaire, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir un certain enseignement en français au primaire qui diminue au secondaire puis qui presque disparaît au postsecondaire, qui fait en sorte que on minimise les compétences linguistiques acquises, il y a une détérioration des compétences linguistiques. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut toujours avoir des occasions pour utiliser cette langue seconde. On le voit dans le cadre du gouvernement fédéral que très souvent, on envoie des fonctionnaires suivre des formations, ils reviennent et puis après 2-3 ans, ils ne maîtrisent beaucoup moins leur langue seconde. Donc, c'est une question de trouver des opportunités et possiblement, ça revient aussi à nos communautés d'être ouvertes et accueillantes à tous ceux et celles qui veulent utiliser le français langue seconde.
D'accord, je continue. En fait, Madame Huron, un peu dans cet esprit-là, il y a beaucoup de projets de language revitalization, donc la revitalisation des langues que UBC SFU mène. Est-ce que c'est suffisant à votre avis ou est-ce qu'il y a encore des grands chantiers de recherche et d'outils pédagogiques pour la revitalisation de toutes les langues autochtones au Canada? Oui, il y a beaucoup de travail à faire et aussi la manière d'éducation des langues autochtones. C'est engager une histoire de comment est-ce qu'on apprend les langues d'une perspective européenne. Pour la plupart, beaucoup de langues sont centrées au verbe et c'est une psychologie différente pour apprendre les langues comme ça. Ici, en anglais et en français, il y a le traîner sur les nouns. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des collections où tous les peuples autochtones qui travaillent là-dessus peuvent avoir des communications et pour s'améliorer leur pratique. Et nous sommes dans les communautés qui partagent beaucoup de ça, mais il y a beaucoup qui se reste à faire. Et c'est aussi difficile pour avoir des communications avec les communautés qui sont rural et remote. Alors, là, il y a des communautés qui sont plus avantagées que les autres, mais au moins aussi, il y a des organisations comme ici à la Colombie-Britannique, il y a le First Peoples Cultural Association qui est un Crown Corporation qui assiste pour faire des plans de langue et ils sachent aussi qu'est-ce qui se passe partout dans les provinces et peut partager les modèles. Mais pourtant, la priorité est qu'encore on doit appliquer on doit faire des applications pour les fonds pour supporter ces programmes. Et il nous manque les écoles qui sont des écoles d'immersion. Il nous manque des professeurs pour entraîner tous les étudiants. Merci. Le temps file, j'ai plusieurs questions, j'en ai choisi deux. Une qui est un peu politique au sens partisanerie, ça touche le Parti conservateur, donc je vais peut-être mettre mon ami Dr. Rémi Légère on the spot. La question est la suivante. Avez-vous une idée sur ce que pensent les candidats au leadership conservateur sur le bilinguisme au Canada? Donc là, je sais qu'il y a 7, 8, je ne te demande pas d'aller un par un, monsieur Légère, mais est-ce qu'en gros, quelle place joue le français ou le bilinguisme dans cette course au leadership? Je ne sais pas si vous avez une réponse. Ben pour cette fois-là, on est encore très tôt, mais la dernière fois, avec Erin O'Toole, le français a quand même joué une place, dans le sens que le fait qu'Erin O'Toole s'exprimait bien en français, ça jouait à son avantage. Et depuis déjà plusieurs années, la FCFA du Canada et ses organismes membres font du lobbying. Et ça, je pense que c'est important de le dire. La FCFA et son réseau sont très, très actifs sur la colline à Ottawa. Sensibilise les députés de tous les partis politiques fédéraux à l'importance du bilinguisme, l'importance des langues officielles. Et la FCFA et ses membres ont des alliés dans chacun des partis politiques. Et je pense que si les différents partis politiques se sont engagés lors de la dernière campagne fédérale à la modernisation, ont mis de l'avant, dans certains cas, des idées quand même assez spécifiques sur ce que veut dire pour eux la modernisation ou ce que voulait dire pour eux la modernisation. C'est notamment grâce au travail des organismes qui font du lobbying, qui sont très actifs auprès des dirigeants, des députés de ces partis. Donc, je ne sais pas quelle place va occuper le français, la question du français dans la nouvelle course à la chefferie. On a l'impression qu'il y a une course à la chefferie du Parti conservateur tous les 2 ans. Dans cette nouvelle course à la chefferie du Parti conservateur, mais je présume que le français va avoir sa place, que l'habileté du chef ou de la chef à parler français va jouer dans l'équation. Très bien répondu. Dernière question est sur C13, puis ensuite, je vous laisserai peut-être faire un commentaire de la fin. Donc, on a beaucoup parlé, ça m'a frappé, moi aussi, comme le participant, des relations fédérales provinciales et à quel point un cadre juridique
comme une modernisation d'une loi fédérale peut imposer quelque chose à John Horgan, à Adrian Dix, à Jason Kenney, à Blaine Higgs. La question est la suivante, vous l'avez touché un peu. On dit qu'il y aura plus de mordants pour protéger la langue française dans la modernisation de la loi sur les langues officielles, le projet de loi C13. Comment ça se reflètera au niveau provincial, plus particulièrement ici en Colombie-Britannique ou dans l'Ouest? Donc, je ne sais pas si vous voulez vous rasseyer sur à quel point le fédéral peut venir jouer un rôle dans la province. Ben, je peux commencer rapidement. Le fédéral investit beaucoup dans les provinces. Le fédéral investit dans plusieurs domaines et donc ce pouvoir d'investir lui donne cette possibilité, s'il le veut, d'assurer une meilleure gestion des fonds en fonction des communautés. Je pense que c'est une possibilité. Aussi, c'est peut-être là où le fédéral peut utiliser, disons, certains de ses pouvoirs. Mais je pense aussi qu'il y a un travail qui se fait au niveau des ministres responsables de la francophonie dans toutes les provinces et territoires. Et j'ai vu au fur des années cette organisation prendre plus de place et qu'ils ont un impact sur les politiques provinciales et territoriales. Donc, il y a toujours un danger aussi en passant si on compte uniquement sur le fédéral pour tout faire le travail parce que ça va déresponsabiliser les provinces et les territoires. Donc, il y a une responsabilité pour appuyer leur communauté en milieu minoritaire. Autre réaction là-dessus? J'ajouterais peut-être la clarification par rapport aux cibles en immigration. Ça, c'est quelque chose où je pense qu'il peut avoir un impact direct sur nos communautés. Et cette notion de mesures positives que les institutions fédérales pourraient prendre. On ne sait pas encore exactement ce que ça veut dire, mais on a espoir que ça va faire un changement sur le terrain pour nous dans l'Ouest. Parfait. Donc, je vous donne peut-être un mot de la fin, un petit 30 secondes à chacun et chacune, si vous voulez ajouter quelque chose sur lequel vous n'avez pas eu l'opportunité de souligner ou un mot comme conclusion. Monsieur Théberge? Ce que j'aimerais dire, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup d'effervescence dans le monde des langues officielles au Canada, que ce soit au niveau fédéral avec tout ce qui se passe avec la modernisation, mais aussi il y a beaucoup d'activités dans les provinces. Si on regarde au Nouveau-Brunswick avec leur projet de modernisation, la loi des services en français qui a été modernisée en Ontario. Donc, la nouvelle politique qu'on attend en Colombie-Britannique. Donc, il y a beaucoup d'effervescence dans le monde des langues officielles qui, à mon avis, démontre jusqu'à un certain point l'importance que les Canadiens et Canadiennes accordent aux langues officielles. Et je pense que ça fait partie de l'identité canadienne et que c'est vraiment une valeur auquel un très grand nombre de Canadiens tiennent. Merci. Monsieur Légère, quelque chose à ajouter? Non, non. Merci de l'invitation. Merci à tous les panélistes d'avoir été là. Merci à vous. Madame Risboud, mot de la fin? Juste un gros merci encore et encore une fois, cette idée là, que les langues officielles et les langues autochtones, pour moi, c'est et c'est pas un ou l'autre. Merci. Le vrai mot de la fin, Madame Huron? Merci. Et même avec Sheila, merci pour l'invitation parce qu'on doit parler ensemble et quand on travaille ensemble, ça améliore la situation pour les langues partout au Canada. Alors, merci. Merci beaucoup. Au nom du Bureau des affaires francophones et francophiles, je vous souhaite une très belle fin de journée, un beau mois du printemps de la francophonie. Consultez notre horaire sur notre site web. On a beaucoup d'activités d'ici la fin du mois. Donc, au plaisir de vous revoir à une autre activité du BAF et de SFU. Merci aux panélistes. Très généreux de votre temps. Bonne journée.